Mesdames, Messieurs, bon dimanche. À un peu moins d'un mois du choix du prochain chef de la coalition Avenir Québec, Christine Fréchette demeure en tête des intentions de vote dans les sondages. Celle qui se présente comme la candidate du pragmatisme, mise sur son profil économique et son expérience comme ministre au sein du gouvernement pour convaincre les membres. Mais alors que le parti cherche un second souffle après le départ de son fondateur, peut-elle incarner à la fois stabilité et renouveau? J'ai rencontré Christine Fréchette à Montréal. Christine Fréchette, bonjour. Bonjour, M. Merci d'être avec nous. Plaisir. Députée de Sanguinet, mais candidate à la chefferie de la CAQ, évidemment. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous vous êtes lancée dans cette aventure-là? Bien, je pense que c'est important à cette époque-ci là, de protéger les entreprises, protéger l'économie, protéger les emplois, également travailler à améliorer les services publics aux Québécois, particulièrement dans le domaine de la santé, de l'éducation, et protéger notre identité et notre culture également. Alors ça, moi, je me reconnais là-dedans. Et c'est sûr que le volet économique est particulièrement important là, avec la guerre tarifaire qui est menée contre nous par notre principal partenaire commercial, également l'incertitude qui est créée par le conflit qui commence maintenant en Iran. Alors, je pense que de ce fait-là, puisque l'économie va être quand même centrale, je pense que je suis la bonne personne au bon moment. Là, M. Drainville, qu'on a rencontré la semaine dernière, disait moi, je suis le candidat plus j'amène le parti plus à droite, puis il l'assume. Vous êtes la candidate de quoi? Vous êtes une candidate plus économique, plus centriste? Comment vous décririez? Candidate plus économique, assurément, de par mon parcours, de par le fait aussi que j'ai été à l'économie, et notamment dans une période particulièrement difficile. Mais je suis aussi celle qui veut ramener le parti à son essence, respecter l'ADN de la coalition Avenir Québec, donc faire en sorte de travailler davantage sur l'efficacité de l'État, réduire la taille de l'État aussi, faire en sorte que les Québécois en aient davantage pour leur argent. C'est pas normal qu'on paie autant d'impôts et qu'on soit néanmoins gêné de nos infrastructures, de l'état de nos infrastructures. Le maintien et la remise à niveau de ces infrastructures-là va être importante. Puis je veux faire notamment appel au privé pour ce faire. Vous parlez de d'une utilisation plus importante du privé dans la livraison de services. Vous le voyez comment? Parce que ça fait toujours peur aux Québécois, ça, quand on commence à parler de privé. Surtout en santé, les gens disent « Ah, là, on commence à privatiser le système. On s'éloigne du modèle qui a toujours fait la force de la société québécoise canadienne. » Vous le voyez comment, vous? Bien, je l'ai présenté dans un premier temps en lien avec le troisième lien, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, mais à moyen terme, travailler avec le privé pour la réalisation d'un troisième lien qui serait financé en majorité par le privé. Donc ça, c'est ma proposition. Aussi, en lien avec les écoles, on accuse un retard important dans la construction d'écoles. Et puis, quand on travaille à l'échelle du gouvernement seulement, ça met 5 à 7 ans construire une école. Moi, je propose de la faire construire par le privé en serait propriétaire et les centres de services scolaires loueraient les espaces. Et c'est un modèle qu'on peut répliquer certainement aussi pour d'autres types de constructions. Je pense aux maisons des aînés, je pense à des hôpitaux, par exemple. Donc, c'est une formule, moi, que je veux répliquer, en plus de certaines infrastructures comme le troisième lien. Vous avancez ces idées-là, elles sont destinées évidemment aux membres de la CAQ qui vont choisir le successeur de M. Legault. Avez-vous l'impression qu'à l'extérieur de la famille caquiste, les gens vous écoutent, que les Québécois vous écoutent? Oui, vraiment. Moi, je fais le tour du Québec en ce moment. Je suis sur le terrain, je vais à la rencontre des gens et à chaque événement, il y a plusieurs personnes qui viennent me dire, écoutez, moi, j'ai jamais eu de carte de parti politique et je viens de m'en acheter une parce que je veux vous appuyer. Alors, je sens vraiment un regard renouvelé. Les gens ont soif de changement. Et puis moi, j'incarne le changement. Je suis d'une nouvelle génération. Je suis une femme. On n'a pas collectionné les femmes à la tête du gouvernement. J'arrive avec une approche aussi très à l'écoute. Ça, je l'entends beaucoup. Pourquoi, dans ce cas-là, les derniers sondages disent que vous êtes à peu près à 15 des intentions de vote, ce qui est mieux que ça a été dans le passé, mais c'est pas encore très, très élevé. Vous êtes toujours derrière le PQ, vous êtes toujours derrière les libéraux. Qu'est-ce qui vous permet de penser que vous pouvez aller au-delà de ça? Je pense qu'en ce moment, les Québécois se questionnent et sont à réévaluer leur positionnement sur l'échiquier politique. Et avec justement le contexte international, le contexte économique où il y a beaucoup d'incertitudes qui planent, je pense que les Québécois vont réaliser que plus que jamais, c'est pas le temps de faire un référendum, c'est pas le temps de se lancer dans une démarche. C'est ça l'élément contre lequel C'est un des éléments. C'est un élément clé du discours? C'est le pire moment des 50 dernières années pour lancer une démarche référendaire. Il y a trop d'incertitudes qui planent et ça continue de s'accumuler, ces incertitudes-là. Si on se lance dans une démarche référendaire, on va en ajouter une épaisse couche d'incertitudes. Et je le sais, j'en ai vécu 2 des référendums. Quand le gouvernement est investi de la mission d'organiser un référendum, il concentre l'essentiel de ses énergies là-dessus.
Or, à l'heure actuelle, il faut concentrer nos énergies à protéger l'économie, protéger les emplois, faire en sorte de protéger la culture, l'identité, et puis œuvrer aussi à améliorer les services aux Québécois. Une chose aussi que je veux mettre de l'avant, c'est réduire l'interventionnisme économique. Je pense que ces dernières années, on y est allé un peu fort sur le soutien, l'injection d'argent public dans des projets d'entreprise. Des projets comme Nordvolt, par exemple, ou des projets de ce genre-là? Des projets, c'est ça, de ce genre-là, où il y a eu une présence, je dirais, trop importante du gouvernement. Donc, je veux être un peu plus en retenue. Ça ne veut pas dire qu'il faille cesser l'interventionnisme économique. Mais l'interventionnisme, c'est supposé aider à attirer des projets. En tout cas, c'était ça le raisonnement, non? Oui, puis ça y parvient. L'idée, c'est pas d'arrêter ça non plus, mais il faut y aller de manière plus dosée. Je vous dirais, puis travailler énormément avec les PME. Moi, ça va être mon axe principal en matière d'économie, travailler avec les PME, faire en sorte que, comme gouvernement, on s'approvisionne davantage auprès des entreprises québécoises, puis qu'on les aide à déployer leurs ailes partout sur la planète. En fait, il faut diversifier nos marchés d'exportation. Vous avez parlé tout à l'heure de la polarisation du débat autour du référendum, de la mauvaise idée de tenir un référendum maintenant. Charles Milliard du Parti libéral a dit « Je suis le seul qui peut clamer être le conducteur de l'autobus du non. » Est-ce que vous pourriez être la conductrice de l'autobus du non? Moi, je veux que l'autobus il reste en gare, tout simplement. Je veux qu'il n'y en ait pas d'autobus du oui, du non. Mais s'il y en a un, là, ça en prend un conducteur. Vous logez où là-dedans? Comment vous gérez ça? Moi, je loge dans la même équipe que les Québécois. Donc, je ne veux pas que le Québec entame une démarche référendaire et se lance dans la souveraineté. Alors, pour moi, mon camp, c'est celui des Québécois. Les Québécois n'en veulent pas de ce référendum. C'est clair dans les sondages. Il y a le plus bas taux d'appui qu'on ait vu depuis 1995. M. Drainville propose de revenir beaucoup sur les enjeux identitaires. Est-ce que c'est par ça que ça passe, la prochaine victoire électorale de la CAQ? Bon, on en a fait énormément en termes d'identité, de protection. Bien, moi, j'en suis pas, dans ce contexte-ci, j'en suis pas à dire il faut en faire beaucoup plus, il faut en faire bien davantage. Je suis plutôt dans l'orientation de dire assumons, protégeons ce que l'on a mis en place, on en a fait beaucoup, et travaillons aussi sur l'économie parce que c'est beaucoup là que ça va se passer. Êtes-vous plus ouverte à l'immigration que votre rival, M. Drainville? Vous êtes plus ouverte à voir plus de gens arriver au Québec? Peut-être plus modulée parce qu'en région, c'est essentiel d'avoir les personnes immigrantes. Dans la région de Montréal, on en a eu trop de ces personnes immigrantes. On en a accueilli beaucoup trop, particulièrement des demandeurs d'asile. On en a eu 200 000 au Québec. Ça crée une pression incroyable sur nos services de santé, nos services d'accueil comme les classes de francisation, les logements. Tout le monde qui arrive comme demandeur d'asile cherche un logement abordable, mais il n'y en a plus de logement abordable. Alors, c'est là que la pression a été trop forte et qu'il a fallu vraiment changer de cap. Est-ce que vous avez manqué votre coup là-dessus? Non, c'est le fédéral qui a ouvert les portes et il a ouvert les bras sans limite. Et c'est ça le problème, c'est que les demandeurs d'asile, ils passaient tous par le chemin Roxham, puis le programme PMI, qui est géré par le fédéral, pour lequel le Québec n'a pas son mot à dire, là aussi, il y a eu énormément d'augmentation de ce côté-là, du côté du programme fédéral. Alors ça, c'est sûr que ça a amené un afflux important, très important de personnes non résidentes permanentes. On vous a décrit comme une candidate sans vague, à l'opposé de votre adversaire qui est plus impétueux. C'est comme ça qu'on le décrit. Est-ce que c'est juste comme description d'après vous? Bien, je vous dirais que j'ai un leadership qui est qualifié souvent de rassembleur. Alors, moi, j'aime beaucoup consulter, je suis à l'écoute. Ça, c'est important pour moi. Ça qualifie beaucoup mon leadership et ma façon de travailler. Puis je pense qu'avec le troisième lien... Non, moi, je suis capable de faire des coups d'éclat. Ça, inquiétez-vous pas. Mais je dirais, après avoir consulté, après avoir analysé, pas nécessairement à brûle-pourpoint, c'est vraiment le fruit d'une réflexion. Je vais vous entendre sur la suite, l'après-course. L'un de vous deux va gagner. Si vous gagnez, est-ce que M. Drainville, s'il perd, a une place dans votre équipe? Est-ce que les gens qui l'ont appuyé ont une place dans votre équipe? Comment vous envisagez ça? C'est la première priorité, c'est l'unité du parti. Au 13 avril, le lendemain de la fin de la course, on est une grande famille, on est une seule formation politique. Et ça, c'est important. Je pense que c'est le reflet de ce que sont les Québécois. La plupart des Québécois, la grande majorité, ils sont et nationalistes et en faveur du développement économique. Et il n'y a que la CAQ pour les refléter, ces convictions-là. Christine Fréchette, merci. Bonne chance. Merci.